En Afrique de l'Ouest, deux organisations régionales se font face avec des visions divergentes de l'intégration et de la souveraineté. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Jeune Alliance des États du Sahel, AES. Alors que la première, créée en 1975, peine à s'émanciper de l'influence des anciennes puissances coloniales. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. La seconde entend incarner une nouvelle voie panafricaine et souverainiste pour les peuples de la région. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Pour la jeunesse ouest-africaine en quête de repères et d'espoir, le choix entre ces deux modèles est crucial. D'un côté, la CEDEAO apparaît comme une institution vieillissante, incapable de défendre les intérêts de ses peuples face aux ingérences extérieures. De l'autre, l'AES se pose en fer de lance d'une révolution des mentalités, visant à redonner aux Africains la maîtrise de leur destin commun. Alors, quel est le modèle le plus à même de répondre aux aspirations de la jeunesse panafricaine ? Quelles sont les forces et les faiblesses de chacune de ces organisations ? Et surtout, laquelle incarne l'avenir de l'intégration ouest-africaine ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article. Fondée en 1975 dans le sillage des indépendances, la CEDEAO avait pour ambition de favoriser l'intégration économique et politique de l'Afrique de l'Ouest. Mais près d'un demi-siècle plus tard, force est de constater que cette organisation peine à s'émanciper de l'influence des anciennes puissances coloniales, au premier rang desquelles la France. En effet, la plupart des 15 États membres de la CEDEAO restent étroitement liés à l'ancien colonisateur français par des accords de coopération militaire, économique et monétaire. C'est notamment le cas des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui partagent une monnaie commune, le franc CFA, garanti par le Trésor français. Cette dépendance monétaire, dénoncée par de nombreux économistes comme un frein au développement. L'entreprise coloniale en évacuant la dimension monétaire parce qu'elle est capitale. Parce que celui qui contrôle la monnaie contrôle la production, contrôle l'échange, contrôle la consommation. Est vécu par la jeunesse ouest-africaine comme un symbole criant de la persistance de la France-Afrique. Un sentiment renforcé par les interventions militaires répétées de l'ancienne puissance coloniale dans son précaré, souvent avec la bénédiction de dirigeants locaux jugés complaisants. La CEDEAO, c'est le cheval de Troie de la France-Afrique. Tant que nous n'aurons pas coupé le cordon avec l'ancien colonisateur, nous ne pourrons pas être véritablement indépendants et maîtres de notre destin. Résume ainsi Amadou, un étudiant sénégalais engagé dans le mouvement panafricaniste. Au-delà de cette dépendance néocoloniale, c'est la légitimité même de la CEDEAO, qui est aujourd'hui remise en cause par une partie de la jeunesse ouest-africaine. En cause, son incapacité à défendre les intérêts des peuples face aux dérives autoritaires de certains dirigeants et aux ingérences extérieures. Dernière illustration en date, la gestion calamiteuse des crises politiques qui secouent le Mali, la Guinée et le Burkina Faso depuis 2020. Face aux coups d'État militaires qui ont renversé les pouvoirs civils dans ces 3 pays, la CEDEAO s'est montrée impuissante, se contentant de condamnations de principe et de sanctions économiques jugées contre-productives. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, gel de toutes les transactions de services, y compris les services d'utilité publique, gel des avoirs de la République du Niger au sein de la Banque centrale de la CEDEAO, suspension du Niger de toute assistance financière et de toute transaction avec toutes les institutions financières. La CEDEAO a montré son vrai visage, celui d'un club de chefs d'État déconnectés des aspirations de leur peuple.
Quand les juntes militaires prennent le pouvoir pour soi-disant lutter contre la corruption et le terrorisme, la rue applaudit pendant que la CEDEAO menace. C'est révélateur, dénonce Fatoumata, une militante malienne. Cette crise de légitimité se double d'un manque criant de leadership au sein de l'organisation. La CEDEAO peine à faire émerger de nouvelles voix capables de porter un projet ambitieux pour la région. On a l'impression que la CEDEAO est devenue une coquille vide, une machine bureaucratique sans âme ni vision. Il n'y a plus de grands leaders capables de faire rêver la jeunesse et de dessiner un avenir commun pour nos peuples, regrette Ibrahim, un jeune entrepreneur ghanéen. Mais plus que cette crise politique, ce sont les échecs économiques et sécuritaires de la CEDEAO qui nourrissent la défiance de la jeunesse ouest-africaine. Malgré les promesses d'intégration et de développement, force est de constater que les progrès sont minces et les défis immenses. Sur le plan économique d'abord, les échanges commerciaux entre pays membres restent faibles, freinés par les barrières douanières, le manque d'infrastructures et l'hétérogénéité des réglementations. Résultat, l'Afrique de l'Ouest demeure l'une des régions les moins intégrées au monde, avec un commerce intra-régional qui ne représente que 10% des échanges contre 60% en Europe. Malgré le grand effort qui a été fait, les objectifs sont très loin d'être atteints, c'est-à-dire l'intégration africaine. L'un des grands problèmes est celui des infrastructures. Naturellement, il est possible de commencer à penser à l'efficacité des systèmes de paiement et aussi à la question du crédit entre nos banques qui n'existe pas. Nous sommes toujours dépendants de la monnaie étrangère qui fonctionne avec les systèmes numériques. Ce n'est pas la raison pour laquelle l'interaction économique ne se développe pas. Ce qui nous pose de gros problèmes, ce sont les infrastructures d'échanges commerciaux. On nous vend le rêve d'un grand marché ouest-africain depuis des décennies, mais dans les faits, rien ne bouge. Les marchandises mettent des semaines à traverser les frontières quand elles n'y restent qu'au pas bloquées pour des raisons obscures. Comment voulez-vous qu'on se développe dans ces conditions ? S'agace Moussa, un commerçant sénégalais. Même constat d'échec sur le plan sécuritaire, alors que la région est confrontée à la menace grandissante des groupes djihadistes, notamment au Sahel. Malgré la multiplication des initiatives militaires régionales comme la force multinationale mixte, FMM, ou le G5 Sahel, les États membres de la CEDEAO peinent à coordonner leurs réponses face à un ennemi qui se joue des frontières. La CEDEAO a montré ses limites face aux défis sécuritaires. Chaque pays mène sa propre guerre dans son coin, sans véritable stratégie commune ni partage de renseignements. Pendant ce temps, les groupes terroristes prospèrent et étendent leur emprise, estime Kalilou, un officier de l'armée nigérienne. Face à ces échecs patents, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la jeunesse ouest-africaine pour réclamer une refonte en profondeur de la CEDEAO, jugée inadaptée aux défis du XXIe siècle. Mais pour certains, c'est un changement de paradigme plus radical qui s'impose, incarné par l'émergence d'une nouvelle organisation, l'Alliance des États du Sahel. Créée en 2021 à l'initiative du Mali, du Burkina Faso et du Niger, 3 pays en proie à des crises politiques et sécuritaires majeures, l'Alliance des États du Sahel, AES, entend incarner une nouvelle voie pour l'intégration ouest-africaine. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. L'AES, c'est le rêve panafricain qui devient réalité. Pour la première fois, des États africains décident de s'unir non pas sous la tutelle des anciennes puissances coloniales, mais en affirmant haut et fort leur souveraineté et leur volonté de reprendre en main leur avenir. S'enthousiasme Amadou, l'étudiant sénégalais. Au cœur du projet de l'AES,
On trouve en effet cette idée d'une souveraineté retrouvée des peuples africains, longtemps confisqués par les ingérences extérieures et les élites locales corrompues. Nous voulons être les acteurs de notre propre développement, en mettant fin à la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et en valorisant nos immenses ressources naturelles et humaines. C'est tout le sens du projet de monnaie commune de l'AES qui vise à nous émanciper du franc CFA et à retrouver notre souveraineté monétaire, explique Fatoumata, la militante malienne. Au-delà de cet enjeu crucial, l'AES entend aussi promouvoir une nouvelle approche de la sécurité collective en rupture avec les interventions militaires occidentales jugées contre-productives. Nous ne voulons plus de soldats étrangers sur notre sol qui se comportent souvent comme en terrain conquis. Avec l'AES, nous allons bâtir une véritable architecture de sécurité africaine en mobilisant nos propres ressources et en mutualisant nos moyens. C'est la clé pour restaurer la paix et la stabilité dans notre région. Martel Kalilou, l'officier nigérien. Mais au-delà de ces promesses, la naissance de l'AES suscite aussi de nombreuses interrogations et inquiétudes, tant les défis à relever sont immenses. Car les 3 pays fondateurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, figurent parmi les plus pauvres et les plus instables de la région, minés par les conflits intercommunautaires, les coups d'État à répétition et la menace djihadiste. On peut légitimement se demander si ces États en déliquescence ont les moyens de leurs ambitions. Construire une nouvelle organisation régionale sur des bases aussi fragiles, c'est un pari très risqué. Le risque, c'est de voir l'AES sombrer rapidement dans les mêmes travers que la CEDEAO, bureaucratie, inefficacité, conflit d'intérêts. S'interroge Ibrahim, le jeune entrepreneur ghanéen. D'autant que l'AES doit aussi faire face aux réticences, voire à l'hostilité, de nombreux acteurs régionaux et internationaux. Au premier rang desquels, la France, qui voit d'un très mauvais œil cette initiative perçue comme une remise en cause directe de sa sphère d'influence historique en Afrique de l'Ouest. Paris fera tout pour torpiller l'AES, comme il l'a fait avec d'autres projets d'intégration panafricaine par le passé. Il faut s'attendre à des pressions économiques, à des manœuvres de déstabilisation, voire à des interventions militaires déguisées. La France ne lâchera pas facilement son emprise sur la région, prédit Amadou, l'étudiant sénégalais. Malgré ces obstacles, l'AES suscite un immense espoir au sein de la jeunesse ouest-africaine, qui y voit l'opportunité historique de reprendre en main son destin. Car au-delà des enjeux géopolitiques, c'est bien une bataille des idées et des imaginaires qui se joue avec l'émergence de cette nouvelle organisation. L'AES, c'est le symbole d'une Afrique debout, qui refuse la fatalité de la domination et de la dépendance. C'est le rêve de Sankara, de Nkrumah, de tous ces pères fondateurs du panafricanisme qui reprend vie sous nos yeux. Et cette fois, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. S'enflamme Fatoumata, la militante malienne. Au-delà de la bataille des idées, l'émergence de l'AES pourrait bien rebattre les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Car cette nouvelle organisation entend peser de tout son poids pour faire contrepoids à l'influence jugée néfaste des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Nous voulons en finir avec la politique de la canonnière et les ingérences permanentes dans nos affaires intérieures. L'AES sera notre bouclier pour défendre notre souveraineté et nos intérêts vitaux. Martel Kalilou, l'officier nigérien. Une posture souverainiste qui pourrait séduire d'autres États de la région, tenter de rejoindre cette alliance pour s'émanciper de la tutelle occidentale. C'est notamment le cas de certains pays qui montrent leur intérêt pour cette initiative. L'Afrique ne veut plus être le paillasson de la France. En rejoignant l'AES, il enverrait un message fort, ces pays qui reprendront leur destin en main. S'enflamme Amadou, l'étudiant sénégalais. Mais cette recomposition géopolitique ne sera pas sans conséquences. Elle pourrait attiser les tensions avec les pays voisins, restés dans le giron de la CEDEAO et de la France. Certains observateurs redoutent même un risque de partition de la région en 2 blocs antagonistes. C'est le scénario du pire, une Afrique de l'Ouest coupée en 2, avec d'un côté les pays pro-occidentaux et de l'autre les souverainistes panafricains. Cela nuirait gravement à l'intégration régionale. S'alarme Ibrahim,
le jeune entrepreneur ghanéen. Face à ce risque de fracture, certaines voix prônent un rapprochement, voire une fusion, entre la CEDEAO et l'AES. L'idée ? Bâtir une grande organisation ouest-africaine unie en tirant le meilleur des deux modèles. Plutôt que de s'opposer, ces deux organisations devraient unir leurs forces et leurs visions. Ensemble, elles pourraient bâtir une véritable puissance régionale à même de peser sur la scène internationale. Plaide Fatoumata, la militante malienne. Un scénario séduisant sur le papier, mais qui se heurte à de nombreux obstacles politiques et idéologiques. Car les dirigeants de l'AES, portés par une ferveur souverainiste, semblent peu enclins au compromis avec ce qu'ils perçoivent comme des vestiges de la France-Afrique. Nous ne bradons pas nos idéaux panafricains sur l'autel d'une unité de façade. Si la CEDEAO veut nous rejoindre, très bien. Mais ce sera à nos conditions, celles d'une Afrique enfin debout et maîtresse de son destin. Tranche Kalilou, l'officier nigérien. Au-delà des querelles entre États, l'avenir de l'intégration ouest-africaine se jouera aussi dans la mobilisation de sa jeunesse. Car cette nouvelle génération, connectée et ouverte sur le monde, aspire à un changement en profondeur des mentalités et des pratiques politiques. Nous ne voulons plus de ces dirigeants corrompus et déconnectés des réalités. Nous voulons des leaders intègres, visionnaires, qui portent haut les valeurs du panafricanisme. S'emporte Moussa, le commerçant sénégalais. Un appel au renouvellement des élites que l'on retrouve dans toutes les conversations avec ces jeunes ouest-africains. Beaucoup rêvent d'une révolution générationnelle qui balayerait les vieilles pratiques politiciennes pour faire émerger une nouvelle gouvernance, plus vertueuse et tournée vers l'intérêt général. Notre génération a la lourde tâche de réparer les erreurs du passé et de bâtir l'Afrique de demain. Nous devons être le moteur d'une renaissance africaine en prenant notre destin en main, résume Amadou, l'étudiant sénégalais. Un défi immense, mais porteur d'un formidable espoir pour cette jeunesse africaine. Car au-delà des organisations régionales, c'est bien elle qui détient la clé d'un avenir meilleur pour le continent. À condition de s'unir, de se faire entendre et d'imposer sa vision d'une Afrique unie, prospère et souveraine. Entre une CEDEAO en perte de vitesse et une AES porteuse d'un nouveau souffle panafricain, l'intégration ouest-africaine est à la croisée des chemins. Les défis sont immenses, les obstacles nombreux, mais l'espoir d'un sursaut est bien là, porté par une jeunesse déterminée à reprendre son destin en main. Quelle que soit l'organisation qui s'imposera, une chose est sûre, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest passera par une émancipation vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, une valorisation des immenses ressources du continent et une unité retrouvée des peuples africains. Un chemin semé d'embûches, mais porteur d'une promesse, celle d'une Afrique enfin debout, maîtresse de son destin et actrice de premier plan sur la scène internationale. Un idéal pour lequel cette nouvelle génération est prête à se battre, contre vent et marée. Car comme le dit si bien ce proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est bien d'un élan collectif, d'un sursaut panafricain dont l'Afrique de l'Ouest a besoin pour relever les défis du XXIe siècle. La jeunesse l'a compris. À ses dirigeants de l'entendre et d'agir en conséquence. L'avenir du continent en dépend.